que je fasse, je le fais pour te protéger. Tu le sais? Oui, je le sais. Et voilà! Si je peux te donner un conseil, pars du principe que tout le monde te trahira. Et tu seras jamais déçu. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Depuis quand tu sais piloter? Vas-y! Je suis trop contente d'être là! L'espoir est la base de la rébellion. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. 10 hommes leur paraîtront une centaine. On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles, non? Sauve la rébellion! Sauve notre rêve! Rogue One, Star Wars Story, sorti en 2016. Situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga, le film nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie. Ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l'étoile de la mort, l'arme de destruction ultime de l'Empire. Attendu et aussi redouté, le premier spin-off de la franchise arrive sur nos écrans. Star Wars épisode 7 avait beaucoup déçu. Rogue One est un film unique sans suite, donc beaucoup d'éléments à développer avec une finalité déjà connue. Rajoutez-y un réalisateur qui passe son temps à suggérer, que ce soit dans Monster ou dans son Godzilla, dans ses précédents films. Les spectateurs avaient de grandes raisons d'avoir peur de celui-ci. Mais ces peurs s'effacent au fur et à mesure que le film avance. Rien que l'introduction du film rassure, avec une nouvelle planète vaste, vide, idéale pour s'y cacher, rappelant d'anciens films asiatiques. Un véritable univers étendu, voilà pourquoi on aime Star Wars, découvrir de nouvelles planètes, de cultures. Rogue One en est rempli et habille vraiment le film grâce à ça. En effet, différentes planètes seront parcourues tout au long du film, en allant même nous montrer un camp de travail de l'Empire accentuant les références liées à la Seconde Guerre mondiale. Un ancien temple Jedi également présent pour nous rappeler aussi d'autres références, cette fois-ci sur les différentes guerres de religion. De plus, on peut y faire aussi un effet miroir aux guerres modernes. Si on regarde bien, l'étoile noire symbolise la bombe nucléaire. Mais comme l'arme n'est pas encore opérationnelle, nous avons quelques essais ici et là qui ressemblent aux frappes chirurgicales faites de nos jours. C'est aussi un contexte politique solide. L'Empire a du mal à faire passer ses idées au Sénat, d'où l'existence de l'étoile noire. Cela est évoqué dans l'épisode 4, mais beaucoup plus développé ici. Sur certaines planètes, l'Empire sème la terreur, l'occupation est même évoquée. Le film développe ce qui manquait entre l'épisode 3 et 4, même si pour beaucoup cela reste épisodique. C'est un amoureux de Star Wars qui a écrit cela et aime l'ensemble de l'œuvre, ce qui fait grandement plaisir. Un film qui prend en compte la prélogie et la trilogie. Comme je l'évoquais avant, c'est l'ensemble de l'œuvre qui devrait être pris en compte, n'en déplaise aux détracteurs de la prélogie. Dark Vador est un homme vide, presque robot, le contexte étant que les événements de l'épisode 3 l'ont rendu inhumain. On est toujours très impressionné de le voir, ce personnage, aussi terrifiant soit-il. Bail Organa est le même acteur que l'épisode 3 pour faire la jonction, et le personnage de Moff Tarkin de l'épisode 4 est présent également, malgré la mort de l'acteur en 94. Tout reste cohérent dans son ensemble si un jour il vous prend de regarder tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Il y a des personnages principaux manquant de développement, un défaut qui peut parfois rendre tout ça ennuyeux. En effet, on aurait aimé plus de profondeur et d'ambition sur les personnages principaux joués par Felicity Jones et Diego Luna. Par chance, certains ont beaucoup de charisme. Le robot reprogrammé de l'Empire donne un excellent rythme, ainsi que certains personnages secondaires, mais surtout le méchant joué par Ben Mendelsohn dans le rôle du directeur Orson Krennic, qui lui reste un des plus développés dans cet épisode. L'intention des personnages est là, même si parfois on est dans le cliché, mais
Après tout, quel Star Wars n'est pas cliché? Si c'est un défaut, rien n'empêche d'apprécier cette histoire. Un élément qu'on ne peut contester dans la prélogie, c'est l'abus de fond vert qui rendent les images et les effets spéciaux un peu faux à l'écran. Tout comme l'épisode 7, Disney applique cette politique réaliste mélangeant effets, costumes et décors réels. Le dernier acte offre vraiment la meilleure bataille de toute la saga, sans nous laisser nous essouffler une seule seconde. Les personnages qui sont en effets spéciaux, comme la princesse Leia ou le personnage de Moff Tarkin, sont tout simplement bluffants. Enfin, Gareth Edwards nous fait une mise en scène recherchée et maîtrisée. Plusieurs plans vous resteront en mémoire, comme la mort des différents personnages. Si on regarde la mort du méchant principal qui regarde sa création, l'étoile noire, le tuer est tout simplement magnifique, rappelant grandement Hiroshima. La mise en scène de Dark Vador aussi est étudiée, même s'il reste peu à l'écran. Beaucoup de plans sur le gigantisme très recherchés, avec de grands plans larges, nous rappelant que cet univers est très vaste et qu'il y a encore beaucoup à développer. En résumé, Rogue One aurait pu être épisodique, cependant le film apporte beaucoup de précision à l'univers étendu. Disney prend enfin des risques et Gareth Edwards maîtrise sa mise en scène, offrant l'épisode le plus noir et abouti depuis l'épisode 3. Solo 2018, embarqué à bord du Faucon Millenium et parti à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian. Ce voyage initiatique révélera la personnalité d'un des héros les plus marquants de la saga Star Wars. Depuis que Lucasfilm est racheté par Disney, force est de constater que l'écriture n'est pas le point fort de la saga. Personnage insipide, pas de réel but, Poe, Rey et Finn n'ont pas vraiment d'histoire à raconter, bref c'est assez laborieux. Reste Rogue One qui était l'anomalie de cette saga Disney. Alors quand le film sur Han Solo débarque, les spectateurs n'y voient pas de réel intérêt et l'annonce d'une overdose. Pourtant, ce film est beaucoup plus cohérent que l'épisode 7 et 8 réunis. Bien que le film soit classique, les héros ont quelque chose à raconter. Pourtant, vu les bandes annonces, le film n'avait pas l'air top et pourtant, on se retrouve facilement embarqué dans l'histoire. Ça reste un scénario convenu, c'est peut-être le point faible, mais on anticipe assez facilement l'histoire. Beaucoup de scènes proviennent des films existants, passant par les vieux westerns ou encore l'épisode 4 de Star Wars et même la série Star Wars Rebels. Pour l'épisode 4, il ne s'agit que d'une seule scène et non pas de tout le film entier comme a pu le faire l'épisode 7. En effet, le groupe fait un braquage qui ressemble en tout point à la libération de Leia de l'étoile noire. On devine assez simplement ce qui va se passer. Le film n'arrive jamais à nous surprendre et essaye d'attirer les derniers sceptiques de la saga en proposant des éléments de l'univers étendu. Il y a des sujets en trop. Si le personnage de Lando est nécessaire à son histoire, le robot sexuel, lui, il est réellement gênant et en trop. Je n'ai rien contre la pansexualité, mais tout comme le créationnisme religieux dans Alien, on est carrément hors sujet et mieux encore, ça ne fait pas du tout avancer l'histoire. Soyons honnêtes, en quoi la sexualité de Lando est importante? Ce n'est pas la sexualité qui définit un personnage. De plus, Disney met en avant que cette sexualité en essayant d'être les précurseurs du genre. Mais à ceci, je réponds, Blade Runner, on a déjà fait avant vous. Comme Disney tient à son cahier des charges, il faut un robot marrant et je crois avoir trouvé le personnage le plus agaçant de la saga. Je trouve Jar Jar Binks sympa à côté. Le robot prône la liberté des robots, histoire d'avoir un message d'égalité très pompeux. Ce robot aux allures de syndicaliste est une lourdeur incroyable. Autant dans Rogue One le robot était très bien écrit, mais ici on a juste envie qu'elle disparaisse. Imaginez ma joie quand elle décède. Je précise que ces défauts sont très minimes dans le film et ne gâchent en rien le contenu. Après tout, les défauts d'écriture, il y en a dans tous les Star Wars, même ceux que j'adore. Un autre défaut en toute objectivité, il s'agit de certaines scènes qui sont trop longues. Les effets et la mise en scène sont de très bonne facture, donc on a tout de même de belles images à regarder malgré l'étalonnage trop sombre. Donc on se console avec celle-ci, mais je dois avouer qu'au montage j'aurais réalisé quelques coupes pour un meilleur rythme. C'est un défaut que l'on retrouve dans beaucoup de films de Ron Howard. Comme je le disais tout à l'heure, Disney continue sa stratégie d'essayer de convaincre tout le monde avec sa saga Star Wars. Il restait les fans de l'univers étendu. Alors, comme on veut absolument faire un film sur un personnage qui n'a pas réellement besoin d'origin story, on va le parsemer d'éléments que l'on a déjà vu dans les jeux vidéo, livres ou même les séries télé. Rien d'étonnant de retrouver donc Dark Maul, les diamants des sabres laser ou encore la planète vue dans le pouvoir de la force au graphisme près. Et c'est loin d'être un défaut, car cela se marie très bien avec le film, on pourrait même considérer cela comme un fanservice putassier, mais pour moi ça reste cohérent. Même si je dois avouer que le retour de Dark Maul peut sembler what the fuck, que ce soit dans la série Clone Wars ou Rebels, mais pourquoi pas. L'univers étendu est riche et beaucoup de personnes ont réussi
réussi à le rendre attractif et cohérent au sein de la saga. Alors pourquoi pas l'utiliser? J'étais un des premiers à me plaindre au visionnage de l'épisode 7 et 8, alors autant utiliser les bonnes idées avec une bonne histoire. L'étalonnage fait débat, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un cache-misère, ce qui pourrait bien être le cas, mais il faut avouer que les personnages ne sont pas non plus dans des planètes avec beaucoup de lumière. Ça peut être aussi voulu. En effet, les personnages sont beaucoup dans des grottes, dans l'espace, dans les cantinas, cahier des charges Disney, je rappelle. Les endroits sont assez sombres d'emblée, ce qui pourrait expliquer aussi la volonté du réalisateur et du directeur de la photographie. Sans mériter d'Oscar, les acteurs s'en sortent bien. Les mimiques de Han sont bien présentes, même si je dois avouer que ses ambitions sont assez éloignées de celui d'un nouvel espoir. Lorsque par exemple, il décide d'un claquement de doigts d'aider la future alliance rebelle. Certains éléments sont trop soudains et auraient dû avoir plus de développement, au lieu de s'attarder sur le robot revendiquant l'égalité ou la pansexualité de Lando. Le casting s'en sort plutôt bien et semble impliqué dans ce qu'ils entreprennent, à défaut de ce que l'on pouvait attendre ou entendre avant que le film sorte. Si on peut constater une chose, c'est que les critiques s'accordent à dire que ce n'est pas un mauvais film ni un mauvais Star Wars. Cependant, beaucoup parlent de problèmes de production ou la pansexualité de Lando par exemple, plus que du film lui-même. Les spectateurs se retrouvent déçus avant même que le film sorte. Et les déceptions de l'épisode 7 et 8 font aussi que le spectateur pense que Star Wars est en déclin sur la qualité des films. Il n'est pas étonnant que Solo fasse un flop, ou en tout cas fait le pire démarrage d'un Star Wars au box-office. Ce flop n'est pas sur la qualité du film, ou les dates trop rapprochées comme j'ai pu le lire, mais plus une overdose chez le spectateur. Car il faut bien le dire, même si j'ai aimé Solo, je ne pense pas non plus que ce soit un excellent Star Wars. Il reste de bien meilleure qualité que l'épisode 7 et 8, mais ne vaut pas non plus les autres films de la franchise. À force d'avoir un cahier des charges trop visible de la part de Disney, qui se voit à chaque film qu'ils produisent. Cela commence à saouler les gens. La fabrication des scénarios trop convenus, parsemés de ce que veut voir le spectateur selon Disney, on reste de moins en moins surpris et de moins en moins emballé. Le problème c'est que si on fait un film uniquement sur ce que veut voir le fan, cela ne fera jamais un bon film marquant et sincère. Pour revenir aux notes de la presse, je remarque que Disney ne fait pas de projection avec panier garni, on ressent de la part des journalistes une renaissance soudaine de leur objectivité. En résumé, Solo est un bon film très divertissant et offrant enfin des éléments de l'univers étendu, même si cela a un effet pervers de la part de Disney pour amener les derniers sceptiques de la saga. Les acteurs sont impliqués, la réalisation est très correcte, même si l'étalonnage est un peu sombre. Le film a pas mal de défauts, il faut bien se l'avouer, comme des scènes à rallonge, des sujets qui ne méritent pas d'être dans cette histoire, et un scénario convenu avec un cahier des charges selon Disney. Il en ressort un film Star Wars tout de même en dessous de Rogue One, mais cohérent au sein de la saga. Je ne suis pas fermé non plus sur des suites, bien au contraire. L'introduction de l'Aube écarlate semble très intéressante à explorer. On les retrouvera sûrement dans les autres Star Wars Story, et peut-être avec Obi-Wan par exemple, et je dois avouer être beaucoup plus emballé par ces projets que par la nostalgie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.